Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, madame. Présenter la vision d'un Burundi émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060, c'est là la mission que se sont données les autorités burundaises en organisant à Bujumbura du 5 au 6 décembre 2024 une table ronde pour la mobilisation des ressources. Du point de vue des autorités, cette table ronde devrait permettre de l'amélioration du climat des affaires et offrir des mécanismes de financement innovants. Focus sur les perspectives de développement infrastructurel du pays avec M. Dieudonné Dokundane, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux dans cette nouvelle édition de l'interview. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre, le Burundi, dans sa vision de développement 2040-2060, a présenté les secteurs clés dans lesquels les investisseurs étrangers peuvent se projeter. De votre point de vue, quel est l'impact que cet événement peut avoir sur les activités du ministère dont vous avez la responsabilité? C'est un événement qui est unique dans ce sens où il regroupait les partenaires au développement traditionnel, mais également ceux du secteur privé. La discussion était autour d'un thème essentiel. Le Burundi a une vision de devenir une économie émergente dans les 15 prochaines années, d'ici 2040, et de devenir une économie développée avant l'an 2060. Cette vision exige des investissements importants dans beaucoup de secteurs. Et pour le secteur des infrastructures, c'est un secteur qui, comme vous le savez de par le monde entier, c'est un secteur qui est budgétivore, qui consomme beaucoup de budget. Alors l'impact ou la signification de ce forum pour nous qui sommes du secteur des infrastructures est importante parce que c'est un secteur où nous avons beaucoup d'opportunités. Et nous avons dit pendant le forum qu'il ne faudrait pas que les gens considèrent les défis et croisent les bras. Un pays qui n'a plus de défis, c'est un pays qui n'a plus d'opportunités d'investir. Et ici au Burundi, tout est chiffré maintenant à travers la vision. On connaît combien va nous coûter notre projet de chemin de fer à écartement standard. Nous sommes en train de mobiliser 1 milliard de dollars et nous avons démontré que dans les 10 prochaines années, si on n'investit pas dans le chemin de fer, par exemple, on va perdre près d'1,5 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que la dépendance au transport routier nous coûte cher. Le transport routier par les camions à l'international, le carburant qu'on utilise, les routes qui sont détruites, tout ça c'est un coût à l'économie. Et ici, le message pendant le forum, c'était de dire, nous sommes autour d'une table pour parler affaires. Nous sommes autour d'une table pour dire aux détenteurs de financement qu'ils peuvent mettre l'argent dans le secteur des infrastructures et avoir des bénéfices. Parce que, de l'autre côté, si on ne le fait pas, nous allons avoir des pertes. On met sur la table, c'est lui qui va perdre s'il n'investit pas, et c'est lui qui va faire des réalisations bénéfiques, et on dégage un résultat heureusement positif. Je vous le dis, on cherche 1 milliard de dollars pour le chemin de fer, on va perdre près d'1,5 milliard dans les 10 prochaines années. Si on n'investit pas dans le chemin de fer, le résultat est net. Le secteur des routes, nous avons un réseau routier de 7000 km, routes nationales, routes provinciales. Alors, les investissements qui sont requis dans les 10 prochaines années sont de l'ordre d'1,5 milliard de dollars pour les routes. Et encore une fois, la question que nous avons posée, la problématique qu'on a posée auprès des investisseurs, c'est de dire, si on ne met pas ce 1,5 milliard dans les routes, ce qu'on va perdre en termes de carburant qu'on utilise, si on dépense près de 30 millions de dollars juste pour la consommation de carburant. Et vous savez, quand vous avez une route qui n'est pas praticable, vous y passez beaucoup de temps, c'est le carburant qui est consommé, les véhicules sans dommage, ce sont des devises qui sont dépensées à l'étranger. Et alors, comment réduire cette dépendance? Cette dépendance à l'utilisation du carburant, c'est par la construction de nouvelles routes qui vont vite, où les gens vont avoir moins d'embouteillages. Et les 30 millions qu'on peut commencer par mois, par exemple, ça se traduit à 180 millions de dollars par an. Les 30 millions de dollars par mois, je m'excuse, les 30 millions de dollars par mois, ça veut dire que par an, c'est 360 millions. Ça veut dire que pour tous les 10 ans, c'est 3,6 milliards. Sur 15 ans, c'est près de 5 milliards de dollars, uniquement pour le carburant. Et les gens ne se rendaient pas compte de cette dépense. Et maintenant, si on peut réduire d'entier, même de la moitié, ce volume de carburant qu'on utilise, ça veut dire qu'on va dépenser moins de 2 milliards de dollars. Et ces économies qu'on va réaliser,
parce qu'on aura investi 1,5 milliard de dollars. Encore une fois, vous voyez, ce sont des chiffres qui parlent. Nous sommes dans un pays où le transport public, surtout urbain en mairie de Bujumbura, dépend à presque 100% de l'utilisation des transports publics basés sur les bus qui utilisent le carburant. Nous avons un projet de tramway qui va faire en sorte qu'on peut récupérer aisément chaque mois pas moins de 5 millions de dollars qu'on dépensait pour le carburant. Et si on récupère 5 millions de dollars parce qu'on a ce projet de tramway, ça veut dire que chaque année, on peut aisément récupérer 60 millions de dollars. Sur 10 ans, c'est 600 millions de dollars. Et un projet qui peut vous coûter 200 à 300 millions de dollars, pourquoi ne pas mettre l'argent là-dedans? Donc vous voyez que la logique, le narratif a changé. Nous ne sommes plus à l'ère de dire, c'est vrai, on a besoin des dons, des appuis multiformes, mais cette fois-ci, nous sommes en train de dire, à côté de ces investissements que le gouvernement consentit à travers les budgets publics, à côté de ces appuis de la part des partenaires traditionnels, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BAD, le Fonds saoudien, le Fonds cohésien et les autres partenaires, qu'est-ce qu'on peut offrir maintenant au secteur privé pour attirer son appétit et mettre son argent dans le secteur des infrastructures? On ne l'avait pas fait auparavant, mais je pense que nous sommes arrivés à une étape où on n'a plus de choix. Et maintenant, vous allez me poser la question, si le privé y met son argent, quelle est sa garantie? Parce que je viens de démontrer que, d'après les chiffres, on peut y mettre son argent et récupérer pas moins de 25% de bénéfices pendant les 10-15 prochaines années. Nous allons mettre en place, d'ici quelques mois, une nouvelle loi sur le péage routier, ce qui permettra à un investisseur privé de mettre son argent dans les routes et de le récupérer. Nous allons proposer l'introduction d'une redevance ferroviaire parce que, une fois que le chemin de fer est en place, ça vous permet de récupérer 100 dollars par chaque tonne qu'on importe à l'étranger. Et si vous avez un trafic d'1 million de dollars et qu'on introduit une redevance de 20 dollars, c'est un exemple juste que je donne, 20 ou 30, ça vous permet de récupérer 30 millions chaque année. Sur 10 ans, c'est 360 millions. Sur 15 ans, c'est pas moins d'un demi-milliard de dollars. Donc, vous pensez que le narratif que nous sommes en train de faire véhiculer, le message que nous venons de donner à travers ce forum, c'est que c'est vrai, nous avons la vision, mais les infrastructures qui sont un outil important pour le commerce. Parce que l'accès au marché ne peut être possible que quand vous avez une infrastructure. La compétitivité d'une économie ne peut pas l'être si vous ne pouvez pas acheminer vos produits ou vos matières premières à taille antérieure. Donc voici en fait, c'était ça le message et je pense que nos interlocuteurs qui nous suivent auront l'opportunité juste de venir pour qu'on leur donne davantage de détails. Merci. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique indique dans un rapport de 2023 que 60% des projets d'infrastructures régionales en Afrique restent sous-financés. Comment le Burundi envisage-t-il de mobiliser les partenaires africains pour améliorer les infrastructures transfrontalières nécessaires à l'intégration économique? En fait, quand vous voulez financer les infrastructures, la première question que le banquier vous pose, surtout pour certaines des banques locales, elles ont des dépôts à court terme. Et tu ne peux pas demander à une banque qui a un dépôt à court terme de financer un investissement à long terme. C'est ça en fait le problème. Mais le message, et heureusement, certaines des banques locales commencent à le faire, surtout dans l'immobilier. Nous voyons davantage de l'intérêt des banques locales. Et nous avons eu des discussions très détaillées avec ces banques. Et maintenant, elles commencent à se mettre en synergie et bâtir des synergies avec des banques internationales. C'est très important parce que des banques internationales qui ne connaissent pas le marché local, ça peut être un blocage. Mais quand vous avez des banques nationales qui sont prêtes à collaborer avec des banques internationales, ça permet justement et aisément de combler ce déficit financier. 60%, pourquoi? 60% parce que le modèle de financement des infrastructures a toujours été traditionnel. Ce sont les budgets de l'État, ce sont les appuis des partenaires multilatéraux et la plupart ce sont des dons et en don vous ne l'avez pas quand vous le voulez. Mais maintenant qu'on ouvre les portes au secteur privé, on ouvre les portes aux banques, que ce soit nationales, internationales, aux banques commerciales, mais pourquoi pas pour des investissements qui peuvent avoir un retour pour payer le crédit contracté, je pense qu'on sera en mesure de combler et de quitter cette situation justement de sous-financement des infrastructures et de migrer vers des pratiques qui ont été bonnes par ailleurs. Partout au monde, les économies qui sont avancées, comment est-ce qu'elles financent les infrastructures? Vous mettez en service, les usagers l'utilisent et ils le payent. Voilà la formule qu'on veut adopter aussi.
Le plan national de développement 2018-2027 fait de la maîtrise des effets du changement climatique l'un de ses enjeux primordiaux afin de relever les défis auxquels le pays fait face en matière d'infrastructures notamment. Quels sont les objectifs que votre ministère s'est fixé en matière d'investissement pour relever le défi de la résilience climatique? Nous sommes un pays à un relief accidenté. Et ça veut dire que les investissements en infrastructures de transport, surtout les routes, ne durent pas longtemps. Le relief est accidenté, nous avons un trafic de sans cesse croissant et les changements climatiques viennent ajouter des soucis additionnels. Et nous venons de commencer un programme de près de 250 millions de dollars, 230-250 millions de dollars avec la Banque mondiale, où nous voulons commencer des investissements en infrastructures routières pilotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons utilisé une technologie avancée. Nous sommes en train d'avancer en technologie, construire une route qui ne dure plus 10 ans, mais qui peut faire 20 voire 30 ans. Avec ce genre de projet, c'est vrai, ça coûte cher, mais on n'a pas de choix. Parce que nous avons eu à faire face à ces effets liés au changement climatique. Vous faites une route, après 5-10 ans, il n'est plus là. Vous faites tampon, il est parti. Et malheureusement, nos économies souffrent et font face justement à ces conséquences dévastatrices. Et notre solution n'est que de se rassurer que les investissements que nous sommes en train de mettre en place, ce sont des investissements résistants au changement climatique. Quand je parle du projet de chemin de fer, quand je parle du projet de tramway, ce sont des modes de transport qui dépendent moins de l'utilisation du carburant, qui utilisent de l'électricité. Et avec ces modes de transport qui nous permettent la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, je pense que notre économie aura également contribué justement à lutter contre ces changements climatiques. Monsieur le ministre, nous restons sur la question des changements climatiques. Selon une étude de l'Organisation internationale pour les migrations réalisée en mai 2024, plus de 102 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et ces déplacements sont principalement dus aux inondations, à la montée des eaux du lac Tanganyika et aux sécheresses. Que fait votre ministère pour promouvoir une approche intégrée de réduction des risques de catastrophes? D'abord, il faut s'assurer que nous avons un habitat organisé. Quand des personnes vont s'installer au bord du lac Tanganyika et au bord de ces cours d'eau qui sont en proie à ces changements climatiques, ça veut dire tout simplement qu'on crée le problème d'avance. Et nous avons une planification urbaine à travers la vision que nous avons qui consiste à ce que maintenant on ne va plus autoriser des constructions anarchiques. Nous avons dans notre arsenal juridique une interdiction pour toute personne de construire sans une autorisation. Et maintenant, avec la promotion immobilière, nous dédions des espaces propices pour les logements, pour l'habitat. Quand vous avez ce genre de planification, ça réduit de façon très significative l'exposition des personnes à ce genre de désastre. Donc nous pensons que dans les prochains jours, nous allons plutôt avoir un habitat organisé d'une telle manière que ça va résister davantage aux effets néfastes liés à ces événements, à ces phénomènes. Dans le cadre des activités de votre ministère, au sortir de cette table ronde, quelles sont les résolutions qui ont été prises pour réduire le déficit infrastructurel du pays? C'était un forum qui était vraiment très important pour ce pays parce qu'à la fin de ce dernier, il y a eu des annonces, des engagements de la part des partenaires de développement traditionnels, de la part du secteur privé. Et nous sommes heureux parce que parmi les engagements, il y en a ceux qui sont dirigés vers le secteur des infrastructures, à commencer par le chemin de fer. Jusqu'ici, nous avions la Banque africaine de développement qui avait fait des engagements, mais nous venons d'avoir davantage de banques internationales qui affichent de l'intérêt et se sont montrées prêtes à avoir des discussions avec nous pour boucler le gap financier. Et pas seulement cela, même dans le secteur de l'assainissement et dans le secteur de l'habitat, nous avons beaucoup de partenaires qui nous ont approchés. Et certains d'ailleurs, nous sommes en train de leur délivrer des espaces et des terrains pour commencer immédiatement la construction des habitats et de l'habitation moderne. Et dans le secteur des routes, nous avons eu des engagements de nos partenaires qui financent principalement les routes, la Banque africaine de développement, qui annonce pas moins de 700 millions de dollars pour les 5 prochaines années, et la Banque mondiale qui fait une annonce de pas moins de 800 millions de dollars pour les années à venir, et le système des Nations Unies qui annonce pas moins d'1 milliard de dollars. À côté de cela, il y a eu bien sûr des annonces du secteur privé et d'autres discussions qui sont en cours.
Donc, encore une fois, ici, la plupart des engagements, le gros de ce financement, le gros des engagements qui ont été pris, iront nécessairement dans le secteur des infrastructures. Voilà. Monsieur le ministre des infrastructures, de l'équipement et du logement sociaux, Monsieur Dieudonné Doukoundane, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir de participer pour la première fois à l'émission de cette chaîne Africa 24, que j'ai le plaisir de découvrir. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette nouvelle édition de l'interview. Nous vous prions de rester connectés sur l'application MyAfrica 24 et sur le site africa24tv.com.